Nous sommes le jeudi 26 décembre, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la soirée. On ouvre cette édition avec une question, y avait-il sur votre table de Noël des produits bio ? Si vous avez fait le choix d'en acheter, sachez que vous êtes de moins en moins nombreux à prendre cette décision. En cause, l'inflation freine les consommateurs à l'achat. Résultat, les produits ne se vendent pas et la viande notamment est particulièrement touchée. Les producteurs ont donc dû baisser leur rendement. Louise Giadget vous explique. Dans cette grande surface, le rayon bio n'attire pas les foules. Depuis 2 ans, l'augmentation des prix n'épargne aucun produit et encore moins les produits bio. J'en consomme un petit peu, mais ce qui me freine, c'est plutôt le prix. Les tarifs sont plus élevés, mais voilà, après, étant une famille avec des enfants, le but c'est de leur offrir la meilleure consommation possible. Mais c'est vrai que notre consommation a baissé un petit peu. Mais pas pour les œufs, pas pour certaines choses. L'inflation a créé une crise du secteur. L'activité agricole continuait, mais la consommation a chuté. Résultat, les agriculteurs étaient en surproduction, particulièrement pour la viande de porc. Alors, la production a été divisée par 2 pour retrouver un équilibre. On a une légère reprise, mais on sent qu'il n'y a plus de pertes. Il y a un petit peu de demande, mais il faut rester vigilant parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri que... il y a d'autres contextes géopolitiques qui puissent nous impacter ou climatiques qui puissent nous impacter. Donc aujourd'hui, on a une neutralité, mais ça ne s'est pas fait sans douleur. Le dicton, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. On était complètement dedans. La production des céréales bio a aussi chuté, mais moins fortement que la viande. Coopératives agricoles et paysans ont tous mis la main à la poche pour limiter les pertes et pour retrouver une stabilité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une situation du bio dans notre secteur qui est stabilisée. On n'a pas eu beaucoup de déconversions, contrairement à d'autres régions de France où ça a été plus marqué et plus soutenu, avec des situations financières plus compliquées. Nous, on a un contexte climatique et environnemental et pédoclimatique qui est plutôt favorable pour le bio. On a une plaine, un marais et du bocage où le bocage a été parfois un petit peu plus compliqué à gérer, mais il y a des choses qui se sont malgré tout faites. La production et la consommation du bio repartent légèrement à la hausse, surtout dans les circuits spécialisés. Après une telle crise, le secteur est en pleine restructuration. Avec des prix en moyenne 15 à 50% supérieurs aux produits classiques, davantage de consommateurs tournent donc le dos au secteur bio. Conséquence, Cavac demande à ses agriculteurs sociétaires de réduire leur production. Ce qui nous a mis à l'envers, puis ce qui a cassé le marché, c'est qu'en fait on a laissé croire, on a voulu faire croire qu'on avait un marché potentiel de consommation très très important. Mais faut quand même être conscient que le marché du bio, que la consommation pour le consommateur bio, c'est des produits entre 15 et 50% plus chers quand même à la consommation. Et le consommateur qui ne consomme pas le bio vraiment par idéologie, par choix, en fait c'est un consommateur qui va tester, qui va essayer, mais qui ne restera pas en bio. Allez, pour fermer ce chapitre de Noël, parlons de ceux qui ont réveillonné sur leur bateau. Les skippers du Vendée Globe étaient bien loin des moments chaleureux en famille. Ils ont passé les fêtes en solitaire et sans que la course ne fasse de pause. Alors Alexandre, ça devait être un moment un peu particulier pour les skippers. Et oui, bien que loin de leurs proches et plongés dans la course depuis 1 mois et demi, les skippers du Vendée Globe se sont tout de même immergés en retapant quelque peu l'intérieur de leur IMOCA ambiance Noël. Certains ont même joué les apprentis Père Noël. C'est par exemple le cas d'Antoine Cornic ou encore de Romain Athanasio. Forcément, qui dit Noël dit aussi repas de fête un peu spécial, loin des aliments lyophilisés, le régime quotidien des skippers en course. Et puis enfin, le clou du spectacle, bien sûr, vous le voyez, l'ouverture des cadeaux, des chocolats, des pulls de Noël, de la lecture. Les skippers ont été bien gâtés. Le plus chanceux est peut-être Benjamin Ferré qui a reçu un message d'un certain Zinedine Zidane. Regardez. Courage, voilà. Je sais que tu vas être tout seul, tu vas être au milieu de l'océan, mais en tous les cas on pense à toi, et courage, à bientôt, joyeux Noël. Une fois qu'on a ça, on peut mourir tranquille. Le plus tard possible, bien sûr, mais on peut. Bon alors, Noël, c'est passé, mais la course, elle continue. Oui, mardi 24 décembre, nous vous parlions du franchissement du Cap Horn par Johan Richomme et puis ensuite par Charlie Dalin. Tous les deux poursuivent leur quasi sans faute au classement de 15 heures. Seulement 18 000 séparent le duo de tête. Leurs IMOCA ont cependant perdu momentanément de la vitesse à la faute à un anticyclone. Rien de grave, Richomme et Dalin restent pour l'heure encore bien en avance sur les traces du record d'Armel Lecléache. Leur arrivée au Sable d'Olonne est prévue vers la mi-janvier.
Bon alors, avant de parler du classement, parlons d'abord, avant de parler de l'arrivée, parlons du classement d'abord. Et le troisième à avoir franchi le Cap Horn, c'est Sébastien Simon. Et oui, un très beau cadeau pour le skipper du groupe du Breuil qui a franchi le Cap Horn à 10h21 hier mercredi matin. Le skipper sablé a donc entamé sa remontée de l'Atlantique et devrait prochainement passer les îles Malouines. Et bien pour la suite, pour les 33 autres skippers, ils sont toujours répartis entre l'Indien et le Pacifique. Et puis dans le Pacifique, justement, 8 poursuivants sont derrière le trio de tête et tentent désormais de se frayer un chemin jusqu'au Cap Horn. Derrière la flotte, vous le voyez, beaucoup plus éclaté. Entre la 21e et la 30e place, par exemple, le match entre les bateaux à dérive a complètement été relancé. La Pétole a procédé à un grand regroupement. C'est là que l'on retrouve, par exemple, Benjamin Ferré ou encore Arnaud Boissière. Merci Alexandre pour ces informations et ce point sur le Vendée Globe. Alors si vous voulez suivre ces dernières informations, rendez-vous juste après cette édition pour le journal du Vendée Globe préparé justement par Alexandre Le Naour. Et pour clore ce journal, je vous propose maintenant de plonger dans les années 20 pour découvrir ces commerces d'époque, de l'épicerie à la boulangerie en passant par une école d'antan. Un couple de collectionneurs offre au public une véritable immersion dans le passé, une expérience à vivre aux Achards à l'occasion des 100 ans des Halles de la motte Achard. On nous a demandé de mettre en scène les commerces d'autrefois, donc c'est ce que nous avons fait. Et moi, j'y ai rajouté en plus toute une collection de cartes postales de l'époque sur les Achards, alors la Motte et la Chapelle. Pour moi, c'est un devoir de mémoire qu'on doit transmettre l'histoire. Il faut s'imprégner de ce qui se passait avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'objets qui sortent sur le marché. Ils croient avoir découvert la Lune alors qu'en réalité, ça existait avant. Je prendrai le cas du siphon pour l'eau de Cels. On a SodaStream maintenant. Et l'exposition est ouverte au public jusqu'au 31 décembre, tous les jours, de 13h à 17h, à la Grange des Mares. On jette un coup d'œil avant de se quitter sur la météo de demain. Et dans la matinée, vous le voyez, des températures aux alentours de 2 à 5 degrés et un soleil partiellement présent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un autre point sur l'actualité à 12h30. Au revoir et à demain.